beaucoup pour ce thème très pertinent. Je pense que, je l'ai toujours dit, souvent lorsqu'on définit les critères d'un développement, on pense souvent aux critères économiques ou bien qualitatifs. Non, ce n'est plus le cas. Le développement ne se définit plus par les facteurs traditionnels de la croissance. Il y a cette variable institutionnelle qui est incontournable, qui fait qu'on parle de la durabilité en termes de développement. Alors, pour le thème réforme institutionnelle en période d'instabilité, les réformes souvent exigent un environnement propice, n'est-ce pas? Réformer dans une période instable, dans une période d'instabilité, alors est-ce que ces réformes peuvent être tenables? Est-ce que ces réformes peuvent être durables? Et là, d'où peut-être la réponse ou bien la question que nous avons tout le temps, pourquoi nos réformes ne tiennent pas? Parce que l'instabilité politique se chevauche d'année en année. Alors, on n'a pas souvent la maturité d'une stabilité politique pour asseoir des réformes durables. Alors, si vous regardez l'intervalle en moyenne des coups d'État qui souvent créent une instabilité politique, mais c'est des intervalles de 2 ans à 3 ans. 2 ans, 3 ans, on peut avoir une maturité des réformes en période d'instabilité. Si vous regardez l'ensemble des pays de la sous-région, faisons le calcul, l'intervalle moyen d'instabilité politique. Mais madame, c'est alors des périodes de 2 ans, 3 ans. Alors souvent on dit que le Sénégal est sauvé. Non, le Sénégal n'est pas sauvé, je le dis tout le temps. Nous sommes dans une instabilité, dans une stabilité politique embellie. Mais pour passer d'un processus électoral à un autre, il y a des pertes de vies humaines. Alors, Prof Diakhaté l'a dit tout à l'heure, il parle quand même de conflit d'autorité. Souvent, ce qui nous sauve au Sénégal, ce qu'on appelle ces régulateurs sociaux, est-ce qu'ils n'ont pas atteint leurs limites? Il faut le voir. Nous avons atteint le seuil de résilience de nos institutions. Ce que Douglas North parlait de dualité institutionnelle. Un nigger peut suppléer une loi qui est au niveau de la Constitution. Et nous l'avons vécu dans ce pays-là. C'est ces régulateurs sociaux, en quelque sorte, qui accompagnent ce qu'on appelle, nous, stabilité politique. Mais ces régulateurs sociaux vont trouver en quelque sorte ce qu'on appelle leur seuil. Parce que quand même il y a une conscience nouvelle qui se dégage. Et ça, je pense qu'il va falloir peut-être remettre en cause et asseoir des réformes. Donc, en quelque sorte, le champ d'investigation des réformes n'est pas propice. Parce que nous avons ce qu'on appelle des instabilités politiques qui se sauvent. Ça, c'est quelque chose qu'il faut remarquer peut-être, comme pour dire qu'il est très difficile, en quelque sorte, de réformer dans une situation d'instabilité politique. Voilà. Alors, juste pour revenir sur le contexte, je pense que j'ai eu le même problème que mon collègue, donc il y a un retard, mais on va y revenir donc, sur la projection. Alors en 2020, il y a ce qu'on appelle des ruptures constitutionnelles. Et donc si je prends des faits pratiques, donc lorsque vous prenez peut-être Mo Ibrahim avec African Governance, 30 pays ont connu des coups d'État. 30 pays africains ont connu des coups d'État. Des élections armées ou un recul démocratique depuis 2020, marquant une détérioration des normes démocratiques. Donc ce chevauchement d'instabilité pose problème. Et quand est-ce qu'on va avoir peut-être un environnement propice pour asseoir ces situations donc révèlent une fragilisation des institutions, mais aussi une érosion de la confiance citoyenne. Parce que dans quelles conditions on prend en quelque sorte, l'armée prend en quelque sorte le pouvoir, mais voilà, si vous voyez déjà ce qui est visible, alors c'est des conditions peut-être souvent encadrées par la violence. Alors on pointe des armes, vous êtes obligé de quitter votre chaise. Est-ce que cette personne qui a réussi à prendre peut-être le pouvoir grâce par les armes, est-ce que peut asseoir en quelque sorte des réformes durables? Non. Mais regardez par exemple les militaires qui ont pris le pouvoir. Il y a combien de militaires qui parfois assurent la transition et disent que c'est des... Non. Mais c'est les militaires eux-mêmes qui reviennent pour se positionner comme candidats. Parce qu'il y a un problème. On peut faire la moindre, parce qu'on n'invente pas, c'est des choses que nous avons vécues dans notre continent. Ça c'est problématique. Et cette instabilité politique, en quelque sorte, repose sur plusieurs facteurs. D'abord, c'est une concentration excessive du pouvoir et une faible indépendance des contre-pouvoirs. Le système aussi colonisateur pose problème. Le développement d'abord, c'est local. Et lorsque le développement est délocalisé au niveau local, le pouvoir est distribué. Mais lorsqu'il y a une concentration de pouvoir, ça crée en quelque sorte une réduction de la confiance vis-à-vis de la citoyenne. Là, bon, moi j'ai fait peut-être les pôles, j'ai fait peut-être les régions, mais les gouverneurs, bon, excusez, les gouverneurs eux-mêmes par rapport à leur statut dans nos régions, alors qui souvent ont des statuts président de la République, entre guillemets, dans la région, mais ils te disent que tout est centralisé à Dakar. Mais cette concentration de pouvoir, en quelque sorte,
alors peut créer d'autres facteurs qui sont purement institutionnels. Alors, une dernière étude de Afrobaromètre qui dit que 50% des citoyens estiment ne pas vivre dans une démocratie pleine. Qu'est-ce qu'on appelle une démocratie pleine? C'est la transparence. À cela s'ajoutent des inégalités socio-économiques. Plus de 36% de la population active vivent dans l'extrême pauvreté, selon la Banque mondiale. Alors ces éléments souvent cassent ce qu'on appelle une rupture de confiance entre peut-être la population et l'État. Et si on revient sur des causes, peut-être sur des causes liées à l'instabilité politique, d'abord c'est les défis de la gouvernance. Nous avons d'abord des gouvernances fragilisées en quelque sorte. Je disais tout à l'heure que la croissance économique telle qu'on parle, on le parle tout le temps, mais nous souvent on se tient uniquement à des chiffres. On a atteint 10% de la croissance, et ainsi de suite, mais cette durabilité de la croissance et cette inclusivité de la croissance, si vous pouvez l'avoir, il faut une gouvernance solide. C'est cette gouvernance qui te permet de répartir les richesses en quelque sorte. C'est pourquoi d'ailleurs, en général, donc cette corruption souvent fait obstacle aux croissances. Deuxième élément du processus, c'est-à-dire deuxième élément qui peut expliquer les causes structurelles de l'instabilité politique en Afrique, c'est les processus politiques contestés. On n'a jamais sorti d'élection où l'opposition n'a pas contesté les élections. Même si on parle de l'élection transparente, il y a toujours cette contestation. Et cette contestation souvent découle en quelque sorte des dérives institutionnelles. Les tensions socio-économiques. Tu es élu pour régler des problèmes liés aux questions de chômage, liés à ces questions de pauvreté, d'inégalité. Mais si ces problèmes persistent, ça crée une frustration. Ça sont des choses qui sont là et qui posent, en dehors peut-être de l'instabilité politique, qui peut venir des facteurs externes. Il y a aussi ce qu'on appelle conflit et sécurité. Alors, peut-être l'exemple que je donne souvent au Sénégal, et je vois, et ça se répète, et ça devient fréquent. Mais tôt ou tard, ça risque de créer des problèmes si on ne prend pas garde. Alors, si on assiste par exemple à des agressions partout, c'est vrai que nous, on a la chance de ne pas avoir des groupes terroristes ou bien armés, et ainsi de suite. Mais en interne, quand même, bon, il faut le reconnaître. Nous avons quand même des agressions qui sont toujours là, et ainsi de suite. Et on demande aux jeunes quand même de s'organiser dans les quartiers. Ça pose problème. Mais ces jeunes que vous appelez peut-être à se défendre contre des agresseurs, mais vous les apprenez en quelque sorte, voilà, comment quand même devenir. Moi, je pense que la question de sécurité doit être une question légitime et institutionnelle. Et ça sont des phénomènes quand même, voilà, qu'il faut... Tout ça peut créer ce qu'on appelle des causes structurelles d'instabilité politique. Nous avons ce qu'on appelle des coups d'État, qui est en quelque sorte le premier facteur ou bien la première cause structurelle liée à l'instabilité politique. Et tout ça sont des aspects d'une mauvaise gouvernance. Alors donc, il y a vraiment l'urgence de réformer. Mais je vous dis, on ne peut pas réformer dans une période d'instabilité politique. Maintenant, la question qui se pose est à quand on aura la stabilité politique? Alors, si vous prenez par exemple les indicateurs de Kaufmann, donc, parce que la Banque mondiale définit en quelque sorte des indicateurs, l'instabilité politique est bornée entre un intervalle de 0 et 1. Mais si vous regardez l'ensemble des pays quand même qui sont autour de l'UEMOA, mais c'est une moyenne de 0,20, 0,30, et ainsi de suite. Et donc ces indicateurs peinent quand même à décoller pour atteindre au moins la moyenne de 0,50. Alors, donc, entre-temps, est-ce que les réformes que nous avons faites, est-ce que ces réformes, en quelque sorte, ont porté le fruit? C'est vrai, on sait peut-être mettre en place des structures, OFNAC, ainsi de suite, voilà, beaucoup de choses. Mais en réalité, l'application, la mise en œuvre pose problème. Et je vous dis, au-delà, par exemple, des facteurs d'instabilité politique, au-delà, mais cette fragilité institutionnelle, en quelque sorte, donne quand même, voilà, un certain signal aux investisseurs. Et nous voyons l'exemple du Sénégal ou bien dans d'autres pays. Si par exemple vous êtes dans une instabilité politique ou bien si vous avez quand même des institutions fragiles, alors donc, je reviens un peu pour ne pas, voilà, parce qu'il y a la gestion du temps aussi. L'instabilité politique en termes, nous l'avons quand même estimé. Un pays qui est en situation de conflit, en moyenne, c'est 2 à 3 points du PIB, selon la Banque mondiale. Donc sur le plan économique, il y a des conséquences. Elle entraîne la fuite des investissements, nous l'avons vécu. Sans réforme institutionnelle, la défiance s'installe durablement en ouvrant la voie de radicalisation. Donc il est important qu'on fasse des réformes.
Réformer pour des politiques durables, parce que si on ne réforme pas, la rupture va se créer et amène l'inefficacité des réformes. Et donc les politiques ne pourront pas être quand même, ne pourront pas porter leurs fruits. Sans peut-être réforme, les politiques ne vont pas être durables parce qu'il y aura ce qu'on appelle la réduction des investissements. Sans réforme, il y aura l'affaiblissement des services publics. Sans réforme, il y aura ce qu'on appelle le détournement des priorités. En quelque sorte, si nous voulons peut-être avoir vraiment un pays solide qui est prêt à se développer, il faut passer à des réformes institutionnelles. Et donc, en termes d'objectifs ou bien de recommandations, c'est de renforcer l'état de droit et de combattre la corruption pour instaurer la confiance des citoyens. Améliorer la transparence et la responsabilité des institutions publiques, parce qu'en réalité, si on n'améliore pas la transparence, ça pose problème, n'est-ce pas? Assurer l'impartialité du processus électoral et renforcer. Mais dans tout ça, le rôle de la société civile, dans tout ça, le rôle de la société, oui, réformer nécessite un dialogue inclusif. On ne réforme pas au niveau institutionnel. Les réformes ne peuvent pas être ni judiciaires, ni exécutives. Donc, la société civile est considérée comme le canal de transition pour l'appropriation des réformes, en quelque sorte. Et donc, si on veut vraiment que ces réformes puissent réussir, donc la centralisation ne peut pas quand même permettre en quelque sorte de réussir ces réformes. Pour te dire que le rôle de la société est central dans le processus de transformation publique. Elle agit comme un intermédiaire entre les citoyens et l'État. Et donc, pour finir cette partie, c'est d'abord parler un peu du rôle des institutions internationales. C'est important. Malheureusement, à chaque fois qu'il y a un problème dans nos pays, en des questions politiques, la première chose à faire, c'est porter l'affaire au niveau des institutions internationales. Ça pose problème. Cela veut dire que nous n'avons pas une certaine maturité en quelque sorte pour régler nos problèmes. Donc les institutions internationales, leur rôle dans le cadre de réforme, c'est quoi? C'est l'assistance technique et le financement et le renforcement de ces capacités institutionnelles. Mais cependant, cet accompagnement ne doit pas en quelque sorte entraver la souveraineté nationale, mais plutôt renforcer l'autonomie institutionnelle. Alors, donc, madame, en grosso modo, ce que je voulais peut-être amener comme élément de réponse par rapport à ces thèmes, mais je termine toujours pour dire, pour qu'on puisse avoir la maturité de ces réformes, il faut que les programmes de développement puissent transcender la vie des régimes. On ne peut pas, à chaque 2 ans, créer une instabilité politique. On ne peut pas, à chaque 5 ans, faire une élection et vouloir avoir une maturité des réformes. Donc, tant que les programmes de développement n'arrivent pas à transcender la vie des régimes politiques, nous aurons toujours des réformes fragilisées. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour cette communication. Je regarde un peu mon compatriote pour poser peut-être ma question avant d'aller vers la salle. Vous avez parlé de réformes, de courage politique pour aller aux réformes et que les réformes n'étaient pas du tout compatibles avec les périodes d'instabilité. Mais on peut aussi se dire que les pays qui ont un régime militaire actuellement peuvent se dire que ce sont peut-être ces groupes de personnes qui ont aussi le pouvoir d'aller sur des réformes que des régimes démocratiques n'auraient peut-être pas eu le courage d'entamer. Et moi, ce que je voudrais vous poser comme question, c'est les réformes en lien avec le secteur de la sécurité notamment, et les réformes de l'armée, en fait, parce qu'on s'attend aussi à ce que ça commence par là. Mais en général, quand ces pouvoirs arrivent quand ces groupes de personnes arrivent au pouvoir, c'est peut-être le secteur auquel il ne faut pas toucher. Vous en pensez quoi? Alors, oui, en fait, vous savez, lorsque ces groupes prennent le pouvoir, ils parlent de transition. On va assurer la transition. Ce n'est pas le fait de gérer en quelque sorte. Alors, et cette transition ne leur permet pas d'asseoir en quelque sorte les réformes. Et je te dis, il y a une perception. La manière dont peut-être ces groupes ont pris le pouvoir, parce que quoi qu'on dise, voilà, si vraiment, même c'est pour défendre peut-être la population en quelque sorte, mais la manière dont ces groupes ont pris le pouvoir laisse quand même une certaine peut-être crédibilité qui peut entacher en quelque sorte les réformes. Alors je pense que cette transition ne leur permet pas quand même d'asseoir des réformes. Par contre, ils peuvent créer un cadre énormément propice permettant peut-être à un candidat d'asseoir en quelque sorte des réformes. Mais je pense qu'en quelque sorte, une période de transition, c'est d'abord de créer un cadre.
qui est prêt à accueillir en quelque sorte des dialogues, qui est prêt à accueillir peut-être des réformes quand même assez solides, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Donc le débat est lancé, je vais me tourner vers la salle. Je vais d'abord prendre une liste de 10 personnes, 10 intervenants. Et ces observations, ces réponses, souvent on nous dit que les institutions demeurent, voilà, les hommes passent, mais souvent qui fait ces institutions? C'est les hommes. Alors, pour te dire que la problématique elle est profonde, c'est une question de moralité. Et souvent, ce que nous avons constaté, même ces réformes dont on parle, réformes institutionnelles, sont souvent source d'instabilité politique. On entend des réformes de la Constitution, ça crée une instabilité politique. Donc je me dis que c'est au-delà peut-être voilà, des questions de réforme, c'est par rapport à la moralité. Parfois, on a bien vouloir de réformer. Est-ce que nous sommes sûrement en train de faire de bonnes réformes en quelque sorte? Parce que déjà, quelqu'un l'a dit, et moi, c'est quelque chose que je crois. Les militaires ne peuvent pas entamer des réformes, ça il faut le dire. Sinon, on n'est plus dans un État. Les militaires assurent une transition et préparent un cadre de dialogue pour assurer des bonnes réformes. Et si on part dans un État où les militaires sont censés peut-être gérer la sécurité, la défense, et ces militaires abordent des questions de réforme, ça pose problème. Alors, et donc, pour que maintenant ces réformes puissent être durables dans le temps, le premier critère de réforme, madame, c'est le critère d'appropriation. Et cette appropriation, il faut que les choses soient faites dans l'inclusion totale. Et pour cela, il faut du temps. Pour cela, il faut du temps. Et ce temps-là ne peut pas être commandé avec le temps de la transition. Alors, l'autre chose, c'est, j'entends peut-être, voilà, la dualité institutionnelle, les institutions formelles, donc on l'appelle les institutions formelles, pour te dire une petite anecdote. Ma thèse, j'ai commencé sur la dualité institutionnelle, c'est-à-dire les institutions formelles et les institutions informelles. Mais ce qui m'a un peu découragé, à un moment, je n'avais pas les données pour quantifier ce qu'on appelle les institutions informelles. On ne peut pas quand même les quantifier, elles sont observables et elles pesent sur la société ces institutions. Donc c'est problématique. Alors pour vous dire, est-ce qu'il n'y a pas lieu quand même de repenser en quelque sorte notre démocratie pour dire tropicaliser en quelque sorte la démocratie? Tropicaliser, faire ce qu'on appelle une démocratie endogène. Voilà. Parce que quand même, l'institution, les institutions, quoi qu'on puisse dire, l'ancrage est plus culturel. L'ancrage est culturel. Nous, ce qu'on croit, détermine la qualité de nos institutions. Alors, mais pourquoi tout ce qui est permis en Europe n'est pas permis en Afrique? C'est lié par rapport à nos cultures. Donc, parlons d'abord peut-être d'une démocratie endogène, d'une gouvernance endogène ou bien des institutions endogènes, la tropicalisation. Elle est importante parce que la politique publique, elle est d'abord tropicale avant d'être internationale. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour la précision des réponses. Je pense que nous avons largement débordé et on ne va pas se permettre de faire un résumé.